L'ouverture de la plateforme Après mon bac pour la campagne 2024 est effective. Les bacheliers session de juin 2024 issus des séries classiques et désireux de continuer leurs études universitaires dans les universités publiques du Bénin pourront ainsi opérer leur choix de filière pour le compte de l'année académique 2024-2025. L'information émane d'un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en date du jeudi 8 août 2024. Dans cette note, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, précise que la plateforme de recueil des choix de filière en vue de la sélection et du classement des nouveaux bacheliers dans les universités publiques sera ouverte jusqu'au lundi 9 septembre 2024 à minuit. Selon le communiqué du ministère, il s'agit d'une première phase réservée aux bacheliers de 2024 titulaires d'un baccalauréat classique, à savoir bac A1, A2, B, C, D, E, EA, F1, F2, F3, F4, G1, G2 et G3. Les nouveaux bacheliers de ces séries classiques sont donc appelés à consulter la plateforme qui est accessible via le lien www.aprèsmonbac.bj pour opérer le choix. Par ailleurs, ils sont conviés à consulter et à bien s'approprier du guide d'orientation mis à leur disposition afin de faire de bons choix. Après cette étape de choix, la délibération et la proclamation des résultats auront lieu le 20 septembre 2024. La plateforme d'orientation Après mon bac est dédiée aux nouveaux bacheliers. Son objectif est de leur permettre de compléter l'étape de choix des formations dans les institutions publiques d'enseignement supérieur au Bénin. La 4e édition du séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire s'est déroulée les 22 et 23 août dernier à Cotonou. À l'issue de ces assises, les parents d'élèves ont été interpellés sur leur partition quant à la réussite de la prochaine année scolaire et universitaire. Pour Yves Kouarouchabi, ministre en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, ces 2 jours de séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire ont été très riches en échanges, en partage et en concertation et les résultats sont à la hauteur des attentes. Il me plaît de constater que ces 2 journées écoulées ont été très denses, également très riches d'échanges, de partage et de concertation. Au regard des conclusions et recommandations aussi pertinentes les unes que les autres, exposées par le rapporteur général du séminaire, les 2 journées sont prometteuses de la réussite de la prochaine année scolaire et universitaire. Et cela est un motif de satisfaction pour nous tous. Le rapport général du séminaire qui vient d'être présenté reflète l'ampleur des riches et féconds échanges qui ont eu lieu au cours de ces 2 journées. Ces résultats sont encourageants, mais demeurent toujours perfectibles. J'exhorte alors les cadres des ministères sous-sectoriels de l'éducation à poursuivre les efforts de mise en œuvre de la feuille de route et des recommandations issues du séminaire passé et d'en tirer les leçons idoines pour l'exécution des nouvelles recommandations et feuilles de route adoptées à l'issue du présent séminaire. Avant de terminer, je voudrais inviter tous les acteurs du système éducatif national à mettre un point d'honneur sur la mise en œuvre des recommandations de la feuille de route, des activités à réaliser avant la rentrée et au cours de la prochaine année scolaire et universitaire. La 6e consultation régionale des institutions nationales des droits de l'homme de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel se tiendra en présentiel à Cotonou avec la possibilité de participation virtuelle pour certaines parties prenantes. Le thème retenu est intitulé « Le rôle des institutions nationales des droits de l'homme dans la promotion d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durable en Afrique de l'Ouest ». Elle se tient du 27 au 29 août 2024.
Ils sont attendus les représentants du Burkina Faso, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée-Bissau, du Libéria, du Mali, de la Mauritanie, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Leone, du Togo, ainsi que des représentants de la Commission de la CEDEAO, du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, des délégués des organisations de la société civile béninoise. L'objectif de cet événement, qui réunira autour de la même table du 27 au 29 août 2024 les membres des institutions nationales des droits de l'homme de 14 États membres de la CEDEAO, dont le Bénin, est de renforcer le rôle global des INDH dans la promotion et la protection des droits de l'homme, avec un accent particulier sur les questions de la paix, la sécurité, le droit à l'éducation, la protection des migrants et des personnes déplacées internes, la place des entreprises et des droits de l'homme dans le travail des INDH. La qualité de nos rapports, la qualité de nos activités, la qualité de nos prestations à l'international aussi révèle de bonnes pratiques que nos collègues viennent apprendre chez nous. C'est parce que c'est chez nous qu'ils viennent, sinon souvent nous sommes toujours partis pour leur partager nos bonnes pratiques. Donc, ils veulent voir de plus près ce que nous faisons, ce qui nous oblige à faire de cette session une session extrêmement bien professionnelle, que les acteurs, les parties prenantes qui vont intervenir au cours de ce processus, que ce soit nous qui préparons les sujets qui nous sont confiés, que ce soit la presse qui va travailler sur ce sujet, qu'on sente du professionnalisme et de la rigueur, ça va rehausser notre image et continuer de rehausser notre image. Autre objectif de ces assises, accroître la capacité des INDH à plaider en faveur d'une approche fondée sur les droits de l'homme et à l'appliquer à la migration tout en identifiant des moyens concrets de contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à l'examen du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Situé dans la commune d'Azové, département du Koufo, le marché régional moderne d'Azové a été ouvert au public après l'étape de l'attribution des places aux marchands. Ce marché couvrant 12 378 mètres carrés dispose désormais de 2049 espaces de vente incluant 1746 étals, 117 boutiques, 12 restaurants, 16 poissonneries, 16 boucheries, un espace de vente de bétail de 132 places, ainsi que 3 magasins répondant ainsi aux besoins de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Chères sœurs, mesdames et messieurs, ce joyau vous appartient. Il est conçu pour vous permettre de développer vos activités dans les meilleures conditions possibles. Vous êtes les acteurs principaux de ce marché. À travers votre travail quotidien, vous contribuez non seulement à la prospérité de vos familles, mais aussi à l'économie de notre région, à l'économie de notre pays. Je vous encourage donc à faire bon usage de ce marché, à l'entretenir, à le valoriser pour qu'il reste à jamais un moteur de croissance pour notre région. Vous savez dans quelles conditions les champs commerciaux étaient faits dans nos marchés. Vous savez ce que nous préparons à vivre pour bientôt. Et pour cela, nous avons des raisons sérieuses de réitérer toujours, sans modération, nos remerciements à l'endroit de tout le gouvernement. Tout comme à Zové, plusieurs marchés ont été déjà ouverts au public. Il s'agit des marchés de Kadiaoun et Aïdjedo à Cotonou et celui d'Arouangbo à Porto Novo. Chaque maison devait avoir un code des personnes et de la famille. Parce que le code de Marie-Élise Bédot, le code de tel ou tel, ce n'est pas la réalité. Parce que la réalité, il faut voir quel est le contenu du code. Si les parents ne sont pas mariés, l'enfant portera le nom de son père s'il n'y a pas eu la reconnaissance préalable. Il y a ça. Il y a le fait que pour que l'enfant porte un nom, soit reconnu, il faut que l'enfant soit déclaré
On préfère faire les baptêmes, faire la fête, et on oublie l'essentiel. Il y a des parents qui ne déclarent pas la naissance. Aujourd'hui, par le Code des personnes et de la famille, on avait commencé par dire, en 7 jours, vous déclarez la naissance, le décès ou tous les actes de l'état civil. De 7 jours, on a vu que c'est trop tôt, c'est trop peu. On a élargi à 21 jours. Aujourd'hui, on est à 30 jours. Si vous voulez dans votre vie avoir plusieurs épouses, il y aura une qui sera reconnue par la loi et les autres resteront dans l'ombre. Mais vous savez qu'aucune femme n'aime rester dans l'ombre. Et ces enfants qui sont nés de ces relations, avant on parlait d'enfants illégitimes, d'enfants. Aujourd'hui, on ne dit plus enfants illégitimes, on parle d'enfants naturels. Et l'enfant naturel doit être reconnu, doit être connu par l'époux marié légalement et qui, dans des moments de faiblesse, a eu des relations hors mariage et a eu un enfant. Avant, les femmes n'héritaient pas. Dès que le monsieur décède, c'est la famille qui arrive. Ça se passe encore aujourd'hui, mais c'est pas méconnaissance des tests et par refus de dénoncer, parce que les femmes, certaines encore, ont peur et se taisent. On a réglé la question de l'adoption. Vous savez, avant, les gens ne faisaient pas les formalités. Tu entends, il n'y avait rien. C'est moi qui l'ai gardé depuis son enfance, mais c'est la filiation adoptive. Alors que le Nigeria fait face à une crise économique, le gouvernement de Tinubu vient d'acquérir un nouvel avion présidentiel. Suite à l'achat de l'Airbus A330, la grogne est montée d'un cran dans le pays. De nombreux Nigérians ont réagi avec indignation sur les réseaux sociaux. L'achat intervient moins de 2 semaines après que des millions de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre la vie chère. Le Nigeria subit actuellement sa pire crise économique depuis les années 1990, avec une inflation à son plus haut niveau depuis près de 3 décennies et plus de 40% de la population sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. Beaucoup perçoivent l'avion comme la dernière d'une série d'acquisitions extravagantes du gouvernement. Face aux accusations, le porte-parole de la présidence a déclaré que l'appareil avait été acheté sur recommandation du comité de sécurité du Sénat et qu'il s'agissait d'une bonne affaire achetée bien en dessous du prix du marché. Dans le village d'Ungatare, à une quinzaine de kilomètres de Niamey, une semaine après les fortes pluies enregistrées, les séquelles sont toujours visibles. Les habitations ont laissé place à une véritable ruine de maisons effondrées. Issa Issoufou Soulé, habitant du village, contemple les dégâts occasionnés par ces précipitations. Nous avons presque 120 maisons qui ont été effondrées avec la pluie abondante là. Mais vraiment, nous n'avons pas eu de dégâts humains, mais vraiment des dégâts matériaux tels que les champs, les maisons, les champs de riz. C'est dans ce village que la principale route vers la capitale s'est coupée en deux, tandis que les autres sont submergés. Conséquence, Niamey est coupé de l'intérieur du pays, mais aussi des produits de première nécessité comme le carburant. Depuis la nuit du samedi au dimanche, toutes les voies étaient coupées. Donc toutes les voies d'approvisionnement, parce que le dépôt du Niamey est sur le plateau de Sorey. Donc au niveau de Sorey-Ganda, il y a l'eau qui avait submergé le pont, donc il n'y avait aucun passage. Donc pour vous dire que c'est une situation vraiment c'est un cas de force majeure qui est intervenu et la SONEP n'est pas restée les mains croisées pour approvisionner le pays. Dans les stations-service qui ont encore du carburant, c'est des ruées. Il faut bousculer pour en avoir. L'essence n'est pas disponible depuis 4 jours. Depuis 13 heures, je n'ai pas de carburant. Je suis obligé de garer mon taxi. Nous demandons au gouvernement de trouver un moyen de nous procurer du carburant. C'est très difficile pour nous. Les autorités ont donc été obligées de rétablir ce tronçon depuis quelques heures pour réapprovisionner la capitale. Toute la population de Kolo et de Niamey aussi. Plus d'une semaine, la circulation a été interrompue. Et vraiment, on a vécu. La population a vécu. Vraiment, vraiment. Tout est bloqué entre Niamey et Kolo. Pas d'issue, pas de passage. Et vraiment,
Avec les fortes pluies, nous avons tout vécu. Depuis juin dernier, les inondations ont fait près de 200 morts au Niger et d'importants dégâts matériels. Ces fortes pluies ont aussi occasionné la rupture de certains produits à la suite des détériorations de routes. Le Danemark a annoncé lundi la fermeture de ses ambassades au Mali et au Burkina Faso, deux pays d'Afrique de l'Ouest dirigés par des régimes militaires. Le ministère danois des Affaires étrangères a évoqué des raisons de coup d'État opérés dans ces pays qui ont fortement limité leurs possibilités d'action dans la région du Sahel. L'accession au pouvoir des juntes du Mali et du Burkina Faso s'est faite sur fond de sentiments anti-occidentaux dans ces pays qui se sont résolument tournés vers la Russie. Et leurs relations avec les pays occidentaux se sont progressivement détériorées. Dans son communiqué de lundi, la diplomatie danoise a annoncé l'ouverture d'ambassades au Sénégal, Rwanda et en Tunisie, dans le cadre de la nouvelle stratégie d'engagement du Danemark auprès des pays africains. Dans les années à venir, le Danemark prévoit de fournir près de 150 millions de dollars d'aide au développement à de nouvelles initiatives bilatérales dans le domaine de l'eau en Afrique, et environ 42 millions pour la seule année de 2025. Alors que la province du Nord Kivu est parmi les zones touchées des plans foués par l'épidémie de variole du singe Mpox, le volontaire de la Croix-Rouge et d'autres ONG se mobilisent à Nyiragongo près de Goma pour sensibiliser les déplacés des guerres à la maladie. Vêtus des vêtements de protection, ils décontaminent les abris des fortines de personnes ayant fui la guerre afin de lutter contre la propagation du virus. C'est très important parce que nous devons apprendre à la communauté comment prévenir face à cette épidémie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas assez de cas dans la province et aussi assez de morts liés à cette épidémie. Et nous avons peur de ça parce qu'ils sont en train de souffrir dans le site des déplacés. On ne veut pas qu'ils continuent à souffrir avec d'autres pathologies. C'est pourquoi c'est très important de prévenir de telles maladies. Le week-end dernier, les autorités locales ont annoncé 100 cas confirmés de Mpox dans le camp de Kanyaruchinya, l'un des plus grands camps des déplacés au monde. Au camp voisin de Don Bosco, aucun cas n'est enregistré jusque-là, mais la peur est palpable chez les déplacés. Suzanne Baouma vit dans ces cas depuis 2 ans après avoir fui Rutshuru suite au combat entre l'armée congolaise et les rebelles d'IAM-23. Cette mère de 3 enfants appelle le gouvernement à prendre des mesures très efficaces pour éviter les pires. Nous avons peur car on nous a dit que l'épidémie de Mpox avait déjà touché d'autres sites de déplacés. Nous avons peur car on nous a dit que cette maladie tuait rapidement. Et si cette maladie arrive ici, nous allons mourir car nous sommes coincés dans ce camp. J'aimerais que le gouvernement nous vienne en aide. Nous avons déjà fui la guerre. Voilà maintenant que c'est la maladie aussi qui va nous toucher ici. Nous voulons rentrer chez nous. Les centres d'isolement Monkeypox de Munigi, situés à une dizaine de kilomètres de Goma, enregistrent des nouveaux cas chaque jour. Le personnel soignant parle de l'afflux de malades. Selon les données du ministère de la Santé de la RDC, plus de 17 000 cas confirmés ou suspects de variole du singe ont été détectés dans le pays depuis le début de l'année, dont plus de 570 cas de décès. Le gouvernement congolais devrait commencer à donner le premier vaccin cette semaine, bien qu'aucun vaccin ne soit encore arrivé au pays. Le ministère de la Santé a déclaré que les États-Unis avaient promis 50 000 doses et que le Japon en avait annoncé 3,5 millions. Des retours de Kanyaruchinya, Malaika Élysée, Africa News. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, s'est rendu dimanche dans l'état de la mer Rouge pour évaluer les dégâts causés par l'effondrement du barrage d'Arbat. Dans un communiqué publié dimanche soir, le ministère de la Santé a déclaré que le barrage situé à 40 km de Port-Soudan s'était effondré et que des ressources avaient été déployées dans la région pour secourir les sinistrés. Le communiqué fait état d'au moins 4 décès dans les eaux de crue sans préciser le nombre de personnes portées disparues. Cet effondrement a déclenché des inondations dévastatrices engloutissant des centaines de maisons. Les habitants, pris de panique, ont été forcés de chercher refuge sur les hauteurs.
La ville de Toker et plusieurs villages voisins ont aussi été frappés par les inondations. Des sources locales rapportent que plus de 100 personnes n'ont pas encore été retrouvées. Cette catastrophe s'ajoute à la crise humanitaire déjà profonde au Soudan, où les infrastructures sont gravement affectées par le conflit en cours. Le barrage d'Arbat, qui fournissait de l'eau potable à Port-Soudan, a cédé sous la pression des pluies torrentielles, aggravant la situation. En Tunisie, le chef d'État Kais Saïed a procédé à un remaniement ministériel surprise à 6 semaines des élections présidentielles. Celui-ci comprend le remplacement de 19 ministres, dont ceux des Affaires étrangères et de la Défense, et de 3 secrétaires d'État, après le limogeage du Premier ministre. Mohamed Ali Nafti, ancien diplomate ayant exercé dans plusieurs ambassades tunisiennes, est le nouveau chef de la diplomatie. Khaled Sili, également ex-diplomate et ancien responsable au ministère des Affaires étrangères, est désigné ministre de la Défense. Les 3 nouveaux secrétaires d'État assisteront le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques et celui de l'Emploi. Ce remaniement ministériel intervient dans un contexte de crise financière et de mécontentement généralisé face aux coupures d'eau et d'électricité récurrentes dans de nombreuses régions du pays. Le président tunisien a jugé cette réforme nécessaire pour assurer ce qu'il appelle la sûreté nationale. Depuis que Kais Saïed s'est approprié tous les pouvoirs lors d'un coup de force le 25 juillet 2021, il est accusé de dérive autoritaire par l'opposition. L'ancien sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Sven-Göran Eriksson, est décédé ce lundi à l'âge de 76 ans. Le Suédois était atteint d'un cancer du pancréas en phase terminale. Il s'est éteint chez lui en Suède. Durant sa longue carrière, Sven-Göran Eriksson fut le premier entraîneur étranger à diriger l'équipe d'Angleterre entre 2001 et 2006. L'homme a été manager de la Lazio de Rome et à la tête de l'équipe de Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Expérience teintée d'échecs où la génération dorée des éléphants d'un certain Didier Drogba à son prime time n'a pu passer le premier tour de la compétition. Tout comme avec les Three Lions de David Beckham, Paul Scholes, Steven Gerrard ou encore Michael Owens, sortis 2 fois au tir au but en quart de finale de l'Euro 2004 et du Mondial 2006 par le Portugal. Sven-Göran Eriksson se savait condamné par ce cancer. Le discret fan de Liverpool a reçu un magnifique hommage à Anfield en mars dernier. Sous la bénédiction de Jürgen Klopp, Eriksson a dirigé les Reds le temps des matchs de gala face à l'Ajax d'Amsterdam. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un SOS mondial depuis Tonga dans le Pacifique, exhortant les gouvernements à intensifier l'action climatique, alors que de nouveaux rapports révèlent comment l'élévation du niveau de la mer menace cette région vulnérable. Les dirigeants de la planète doivent agir, réduire drastiquement les émissions mondiales de gaz à effet de serre, mener une élimination rapide et équitable des combustibles fossiles et augmenter massivement les investissements en matière d'adaptation au climat pour protéger les populations contre les risques actuels et futurs. Ce n'est qu'en limitant le réchauffement à 1,5 degré Celsius que nous aurons une chance d'empêcher l'effondrement irréversible des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique occidental et les catastrophes qui les accompagnent. Le monde va vers une augmentation de la température de 3 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Cela implique une élévation du niveau de la mer beaucoup plus rapide. Un désastre pour 1 milliard de personnes dans le monde qui vivent dans des mégalopoles côtières comme Los Angeles, Mumbai, Lagos ou encore Shanghai. La montée des eaux est une crise entièrement provoquée par l'humanité. Une crise qui atteindra bientôt une échelle presque inimaginable, sans aucun canot de sauvetage pour nous ramener à bon port. Mais si nous sauvons le Pacifique, nous nous sauvons aussi nous-mêmes. Le monde doit agir et répondre au SOS avant qu'il ne soit trop tard. Guterres a insisté sur la vulnérabilité des nations insulaires du fait de leur faible altitude et de la proximité de la population et des infrastructures par rapport à la mer, qui les expose particulièrement aux risques liés à la montée des eaux.